Et si vous pouviez influencer n'importe qui sans qu'il s'en rende compte? Imaginez un instant que vous entriez dans une pièce et que, sans prononcer un mot, vous captiez l'attention de tous. Pas par arrogance, ni par intimidation, mais par une forme de pouvoir discret, presque magnétique, qui pousse naturellement les autres à vous écouter, à vous faire confiance et même à vous suivre. Et si vous pouviez guider les décisions des gens dans la vie de tous les jours, au travail, dans vos relations personnelles, dans un simple échange au marché, sans jamais forcer ni manipuler. Ce pouvoir, bien réel, porte un nom, l'influence psychologique. Mais avant d'aller plus loin, posons une question simple. Combien de fois avez-vous été influencé sans le savoir? Avez-vous déjà acheté quelque chose dont vous n'aviez pas vraiment besoin? Accepté une proposition alors qu'une voix intérieure vous disait non? Suivi la direction prise par d'autres sans réellement réfléchir à pourquoi? La vérité est que l'influence nous entoure en permanence. Publicité, réseaux sociaux, interactions quotidiennes. Toutes ces expériences activent en nous des mécanismes profonds, souvent inconscients, qui orientent nos choix sans que nous en ayons conscience. La véritable question n'est donc pas « suis-je influencé ?», mais « est-ce que je sais comment influencer en retour ?» Ce que vous êtes sur le point de découvrir ne se limite pas à des astuces de communication ou à des techniques superficielles. Il s'agit d'un voyage au cœur de la psychologie humaine, à la découverte des leviers invisibles qui gouvernent nos décisions. Que vous soyez entrepreneur, leader, négociateur ou simplement quelqu'un qui souhaite évoluer dans le monde avec plus de confiance et d'impact, ces principes vont transformer votre manière de comprendre les comportements humains. Mais avant de poursuivre, permettez-moi une parenthèse. Si vous appréciez ce genre de contenu profond et structuré, je vous invite chaleureusement à soutenir notre travail. Un simple abonnement à la chaîne Bibliothèque Audio, un commentaire ou un « j'aime » sous cette vidéo nous aide énormément à continuer de vous proposer des contenus de qualité. Merci d'avance pour votre soutien bienveillant. Poursuivons. Comprendre les bases de l'influence, c'est d'abord comprendre comment fonctionne l'esprit humain. Le cerveau, malgré sa complexité, fonctionne selon certains schémas répétitifs. Il ne traite pas toutes les informations de façon logique. En fait, une grande majorité de nos décisions sont prises de manière automatique, sous l'influence de notre subconscient, bien avant que notre raisonnement conscient ne soit activé. Des études neuroscientifiques estiment que plus de 90% de notre activité cognitive se produit au niveau inconscient. Notre cerveau, en quête d'efficacité, utilise des raccourcis mentaux appelés heuristiques. Ces raccourcis nous permettent de réagir rapidement, mais ils nous rendent aussi très vulnérables à la persuasion subtile. Prenons un exemple, le priming ou amorçage. Lors d'une expérience célèbre, des participants exposés à des mots comme « vieux »,« ride » ou « retraite » ont ensuite marché plus lentement en quittant la pièce, sans se rendre compte de l'influence exercée. Leur cerveau avait enregistré inconsciemment ces signaux et avait ajusté leur comportement en conséquence. Autre phénomène incontournable, les biais cognitifs. Ces erreurs de jugement systématiques influencent notre perception de la réalité. Par exemple, le biais de confirmation nous pousse à chercher uniquement les informations qui renforcent nos croyances existantes. C'est pourquoi il est si difficile de convaincre quelqu'un par des arguments logiques s'ils vont à l'encontre de ses convictions profondes. Le bon communicant sait comment adapter son discours pour le rendre compatible avec les croyances préexistantes de son interlocuteur. Un autre biais majeur est l'effet d'ancrage. Imaginez qu'on vous présente une montre à 10 000 €, puis une autre à 2 500. La seconde vous semblera bien plus raisonnable, alors qu'en réalité, elle reste très chère. C'est la première information, le prix élevé, qui a fixé une référence mentale
et influencer votre perception de la valeur. Mais l'influence ne passe pas uniquement par la logique ou les chiffres. Elle s'appuie sur l'émotion, cet ingrédient invisible mais déterminant dans tous les processus décisionnels. Des recherches ont démontré que les émotions sont traitées par le cerveau plus rapidement que les raisonnements logiques. Autrement dit, nous ressentons avant de penser. C'est ce qui explique pourquoi la peur est si souvent utilisée dans les campagnes politiques ou les messages de prévention. Lorsqu'un message suscite la peur, il déclenche une réaction immédiate, souvent sans passer par la réflexion rationnelle. Mais attention, pour que la peur soit efficace, elle doit toujours être accompagnée d'une solution claire, sinon elle paralyse. À l'opposé, le désir est une force d'attraction tout aussi puissante. Il agit comme une projection vers un avenir idéalisé, plus riche, plus beau, plus réussi. C'est ce que font les publicités. Elles ne vendent pas un produit, mais une promesse, une vision de vous-même que vous aimeriez incarner. La narration émotionnelle joue ici un rôle essentiel. Une histoire bien racontée, avec une progression émotionnelle claire et un protagoniste auquel on peut s'identifier, crée une connexion directe avec l'auditeur. Elle contourne les défenses rationnelles, touche au cœur et marque l'esprit bien plus durablement qu'une simple liste de faits. C'est pourquoi les grands leaders ne récitent pas des statistiques, ils racontent des histoires. L'activiste écologique qui veut alerter sur le changement climatique ne dit pas seulement que les températures montent, il raconte l'histoire d'un village côtier en train de disparaître sous la mer. Et c'est cette image que le public retient. Dans cette quête d'influence, le langage devient un outil d'une précision redoutable. La manière dont un message est formulé change radicalement sa réception. Un plan de licenciement, on le présente comme une restructuration stratégique. Une crise sanitaire, on parle de adaptation climatique. Les mots choisis ne sont jamais neutres. Ils sont chargés d'émotions, de valeurs, de perceptions implicites. Les communicateurs les plus efficaces maîtrisent ces déclencheurs linguistiques. Ils savent comment introduire, de manière subtile, des mots qui éveillent des réactions spécifiques, même sans que le public en ait conscience. C'est là toute la puissance de la suggestion inconsciente. Mais attention, influenceur ne signifie pas manipuler. La manipulation vise à forcer, à tromper. L'influence éthique, elle, consiste à guider la perception pour qu'un individu arrive à une conclusion par lui-même, sans pression, dans un cadre respectueux de ses valeurs. L'influence, lorsqu'elle est bien maîtrisée, n'est pas seulement un outil de communication. C'est un art de vivre, une capacité à créer du lien, à inspirer, à motiver, que ce soit dans les affaires, les relations sociales ou le développement personnel. Nous vivons dans un monde saturé de messages, où chacun cherche à capter l'attention, à convaincre, à se faire entendre. Dans ce chaos, ceux qui comprennent la psychologie de l'influence disposent d'un avantage inestimable. Ils savent comment structurer leurs messages, comment parler aux émotions plutôt qu'à la raison, et comment faire en sorte que leurs idées s'imposent sans conflit. Mais pour influencer durablement, il faut plus qu'un bon discours. Il faut maîtriser la confiance, l'écoute et le sens de la responsabilité. Car plus votre capacité à influencer est grande, plus votre devoir éthique l'est aussi. Dans les prochaines sections, nous plongerons plus profondément encore dans les mécanismes de persuasion, les biais cognitifs spécifiques, la puissance de la rareté, du storytelling, et les leviers émotionnels qui permettent non seulement de convaincre, mais d'inspirer. Pour comprendre pourquoi certaines formes d'influence sont si efficaces, il faut plonger dans l'univers de notre esprit inconscient. Car contrairement à ce que nous aimons croire, la plupart de nos décisions ne sont pas prises de manière rationnelle et réfléchie. Elles sont déclenchées par des mécanismes automatiques, anciens, profondément ancrés en nous depuis des milliers d'années. Le cerveau humain, aussi fascinant qu'il soit, fonctionne comme une immense machine à repérer des schémas. Pour éviter la surcharge cognitive, il s'appuie sur des raccourcis mentaux appelés heuristiques.
Ces heuristiques nous permettent de réagir rapidement, mais elles ouvrent aussi la porte à des erreurs systématiques de jugement, les biais cognitifs. Prenons un exemple simple, l'effet de l'amorçage, priming. Des études ont montré que le simple fait d'exposer quelqu'un à des mots liés à la vieillesse, comme ride, canne ou retraite, peut ralentir sa démarche, sans qu'il ne s'en rende compte. Pourquoi? Parce que le cerveau a associé ces mots à une posture physique, et le corps a réagi en conséquence, de manière totalement inconsciente. C'est exactement ce que font les publicités efficaces. Elles ne se contentent pas de vanter les qualités d'un produit. Elles utilisent des codes visuels, des couleurs, des sons, des mots-clés qui activent des émotions et des souvenirs. Une affiche rouge avec l'inscription « Solde » vous fait ressentir l'urgence. Une musique douce vous met dans une disposition d'écoute. Un slogan répété encore et encore finit par s'imprimer dans votre mémoire, au point que vous ne vous souvenez même plus de l'avoir entendu. Le pouvoir de l'inconscient, c'est qu'il fonctionne en permanence. Il absorbe, traite, influence. Même lorsque nous avons l'impression de faire un choix libre et conscient, nous réagissons en réalité à une accumulation de signaux invisibles. Autre élément central de l'influence, les biais cognitifs. Ces erreurs de traitement de l'information sont comme des filtres déformants. Ils altèrent notre perception de la réalité, souvent sans que nous en ayons conscience. L'un des biais les plus puissants est le biais de confirmation. Il nous pousse à ne retenir que les informations qui confirment ce que nous croyons déjà et à ignorer les preuves contraires. C'est pour cela que les débats politiques sont rarement constructifs. Chacun reste enfermé dans sa vision, filtrant inconsciemment tout ce qui pourrait la contredire. Un bon communicateur ne s'attaque pas de front à ses croyances. Il les contourne, les intègre, les utilise comme point de départ pour faire passer son message. Un autre biais majeur est l'ancrage. Le cerveau donne une importance disproportionnée à la première information reçue. Si vous visitez une maison à un prix exorbitant, toutes les autres vous sembleront plus abordables ensuite, même si elles restent chères. C'est une technique classique dans la vente. On vous montre d'abord le produit le plus onéreux pour que l'option intermédiaire paraisse raisonnable. Il existe aussi la preuve sociale. Notre instinct nous pousse à suivre la majorité, surtout en situation d'incertitude. Si une file d'attente s'étire devant un restaurant, on suppose que c'est un bon signe. Si des milliers de personnes ont laissé un avis positif sur un produit, on a envie de leur faire confiance. Ce biais repose sur un mécanisme de survie ancestrale. Dans la nature, suivre le groupe augmentait les chances de rester en vie. Aujourd'hui encore, il influence nos choix sans que nous en ayons conscience. Mais l'élément le plus sous-estimé dans la prise de décision, c'est l'émotion. Nous pensons être des êtres rationnels, mais ce sont nos émotions qui mènent la danse. Le cerveau émotionnel réagit plus vite que le cerveau rationnel. C'est lui qui nous pousse à dire oui ou non, souvent en une fraction de seconde, bien avant que notre logique n'intervienne pour justifier ce que nous avons ressenti. Les campagnes politiques utilisent la peur pour mobiliser. Les marques de luxe jouent sur le désir, l'aspiration, le statut. Les récits personnels suscitent l'empathie. Et une fois l'émotion déclenchée, le raisonnement vient ensuite, non pour remettre en question, mais pour justifier ce que nous ressentons déjà. Un bon exemple de cette dynamique est le récit émotionnel. Vous pouvez présenter des dizaines de chiffres sur le réchauffement climatique. Cela aura peu d'effet. Mais racontez l'histoire d'un enfant asthmatique vivant dans une ville polluée, et tout change. L'auditeur ressent, visualise, s'implique. Il devient sensible au problème, non plus parce que c'est logique, mais parce que c'est humain. C'est ici qu'intervient la théorie des deux systèmes de pensée, développée par le psychologue Daniel Kahneman. Selon lui, notre cerveau fonctionne selon deux modes. Système 1, rapide, automatique, intuitif. Il est basé sur les émotions, les habitudes,
les associations. C'est lui qui prend les décisions rapides, instinctives. Système 2. Lent, réfléchi, rationnel. Il analyse, compare, évalue. Mais il demande un effort cognitif, donc il n'est activé que lorsque c'est vraiment nécessaire. La plupart de nos décisions quotidiennes sont prises par le système 1. Le système 2 est paresseux. Il préfère déléguer au premier. C'est pourquoi les slogans simples, les visuels impactants, les répétitions fonctionnent si bien. Ils parlent directement au système 1. C'est aussi pour cela que les discours politiques sont souvent simplistes. Ils cherchent à captiver l'émotion et à éviter de trop solliciter la réflexion critique. Les campagnes publicitaires évitent les détails techniques, préférant insister sur le sentiment, l'image, l'histoire, parce qu'ils savent que c'est le système émotionnel, et non le raisonnement, qui déclenche l'action. Comprendre ces deux systèmes, c'est apprendre à structurer son message. Si vous voulez convaincre, il faut d'abord séduire le système 1, susciter l'intérêt, éveiller une émotion, captiver. Ce n'est qu'ensuite que le système 2 pourra être activé pour confirmer ce que l'émotion a déjà décidé. L'influence véritable ne réside pas dans la confrontation, mais dans la subtilité. Il ne s'agit pas de forcer quelqu'un à adopter votre point de vue, mais de créer les conditions psychologiques dans lesquelles cette adoption semble naturelle, presque évidente. À mesure que nous avançons dans l'exploration de ces mécanismes, il devient clair que l'influence ne se joue pas à la surface, mais dans les couches profondes de notre conscience. Et c'est là que se trouvent les outils les plus puissants pour transformer la perception, inspirer l'action et guider les comportements. La persuasion n'est pas un art réservé aux personnes naturellement charismatiques. Ce n'est pas une compétence innée que seuls les leaders ou les vendeurs brillants maîtrisent. En réalité, la persuasion repose sur des fondements psychologiques clairs, étudiés, testés et observés à travers des décennies de recherches scientifiques. Comprendre ces mécanismes, c'est acquérir la capacité de façonner les perceptions, de guider les choix et d'influencer le comportement humain avec une précision remarquable. Le cerveau humain, on l'a vu, cherche constamment des raccourcis pour simplifier la prise de décision. Et c'est précisément là que la persuasion trouve son terrain de jeu. Plutôt que d'analyser chaque donnée en profondeur, notre esprit réagit instinctivement à certains signaux, certains déclencheurs émotionnels ou contextuels qui orientent notre choix sans que nous ayons besoin de le rationaliser consciemment. Le psychologue américain Robert Cialdini a identifié 6 principes universels de l'influence. Ces principes ne sont pas des astuces superficielles, mais des leviers profonds ancrés dans notre psychologie sociale. En les comprenant et en les utilisant de manière éthique, vous pouvez transformer la manière dont les autres perçoivent vos idées, vos propositions ou votre leadership. Le premier de ces principes est la réciprocité. Lorsque quelqu'un nous rend un service, même minime, nous ressentons un besoin profond de rendre l'appareil. C'est un réflexe social, presque biologique. Offrez une dégustation gratuite, un conseil utile, un contenu de qualité, et les gens se sentiront naturellement enclins à donner en retour, en achetant, en soutenant ou en vous suivant. Ce principe est utilisé dans le commerce, la politique, les relations humaines, mais il n'est efficace que lorsqu'il est perçu comme sincère. Si l'intention paraît manipulatrice, la magie disparaît. Deuxième principe, l'engagement et la cohérence. Une fois que nous avons dit oui à quelque chose, même de très petit, nous voulons rester cohérents avec cette décision. Un engagement mineur, comme signer une pétition, augmente la probabilité qu'on fasse ensuite un don. Pourquoi? Parce que cela renforce notre image de soi. Je suis quelqu'un qui soutient cette cause. Et plus nous nous engageons publiquement, plus nous sommes poussés à rester fidèles à notre position, même face à des éléments contradictoires. C'est une force puissante qui façonne les identités, les habitudes de consommation et même les convictions politiques.
Troisième principe, la preuve sociale. Quand nous ne savons pas quoi penser ou faire, nous regardons les autres. S'ils achètent, applaudissent, soutiennent, alors nous avons tendance à suivre. Ce réflexe collectif est d'autant plus fort dans les situations d'incertitude. C'est pourquoi les témoignages, les avis clients, les files d'attente et les chiffres de vente élevés sont si persuasifs. Ils nous rassurent, valident la qualité perçue et nous évitent d'avoir à analyser en profondeur. Un produit que des milliers de personnes recommandent active en nous un raccourci. Si tout le monde aime, ça doit être bon. Quatrième principe, l'autorité. Nous faisons naturellement plus confiance aux figures d'expertise. Un médecin, un professeur, un expert reconnu bénéficient d'un crédit immédiat. Le simple fait de porter une blouse, d'afficher un diplôme ou d'être associé à une institution reconnue renforce l'impact du message. Mais ce pouvoir peut être utilisé à la fois pour le bien et pour la manipulation. L'important est de comprendre que la perception d'autorité, plus encore que l'autorité réelle, influence la manière dont un message est reçu. Cinquième principe, la sympathie. Nous sommes plus facilement influencés par les personnes que nous aimons ou avec lesquelles nous ressentons une affinité. Cela peut être dû à la beauté physique, à des points communs, à l'humour, ou simplement à une attitude chaleureuse. C'est pourquoi les vendeurs souriants, les influenceurs accessibles ou les leaders empathiques obtiennent souvent davantage de coopération. Créer un lien sincère, établir une connexion humaine authentique augmente significativement la capacité à convaincre. Sixième et dernier principe, la rareté. Ce qui est perçu comme limité devient plus désirable. Une offre valable seulement aujourd'hui, un produit en édition limitée, un accès réservé à quelques privilégiés, tous ces éléments activent en nous la peur de manquer quelque chose. Ce phénomène, bien connu sous le nom de FOMO, Fear of Missing Out, déclenche des décisions rapides, parfois impulsives. En jouant sur l'urgence et l'exclusivité, on incite les gens à agir sans délai. C'est un levier puissant, mais qui doit être manié avec prudence pour rester crédible. Ces 6 principes fonctionnent parce qu'ils exploitent des tendances naturelles de notre psychologie. Mais ils ne sont pas des formules magiques. Leur efficacité dépend du contexte, de l'intention et surtout de l'authenticité avec laquelle ils sont utilisés. Manipulés à des fins douteuses, ils peuvent se retourner contre vous. Utilisés avec intégrité, ils deviennent des outils puissants pour créer de la valeur, inspirer la confiance et guider les décisions. Mais la persuasion ne repose pas uniquement sur ces grands principes. Elle se nourrit aussi de petits détails linguistiques, de structures narratives, de cadres de perception qui influencent subtilement la manière dont un message est reçu. Par exemple, le framing, ou cadrage, désigne la façon dont une information est présentée. 2 formulations peuvent dire exactement la même chose, mais provoquer des réactions complètement opposées. Dire qu'un traitement médical a un taux de réussite de 90% inspire la confiance. Dire qu'il a 10% d'échecs suscite l'inquiétude. Le fait est identique, mais le cadrage oriente l'émotion. Les communicants aguerris savent qu'un message n'est jamais neutre. Chaque mot, chaque image, chaque ton de voix crée un effet d'ancrage émotionnel. Et ces effets, souvent imperceptibles consciemment, influencent nos jugements, nos comportements, nos choix. Prenons un autre exemple. Une entreprise annonce une vague de licenciements. Cela paraît brutal, mais si elle parle de réorganisation stratégique ou de plan d'optimisation des ressources, l'impact émotionnel est atténué. Les faits ne changent pas, mais la perception, elle, se transforme. La persuasion véritable ne se limite donc pas à ce qu'on dit, mais à comment on le dit, et surtout
à ce que l'autre ressent en l'entendant. Dans les chapitres suivants, nous verrons comment ces leviers peuvent être combinés pour créer des messages d'une efficacité redoutable, que ce soit dans la vente, le management, le militantisme ou les relations humaines. Car influencer, ce n'est pas manipuler. C'est comprendre l'autre, ses besoins, ses émotions, ses résistances, et l'aider à arriver à une décision qui lui semble naturelle, alignée, fluide. Les faits informent, mais les histoires, elles transforment. Depuis la nuit des temps, les êtres humains transmettent les valeurs, les émotions et les vérités essentielles, non pas à travers des tableaux de chiffres, mais par la narration. Une histoire bien construite a le pouvoir de faire tomber les résistances, d'ancrer un message profondément dans l'inconscient et de rendre inoubliable une idée, un produit ou une vision. Ce phénomène n'est pas seulement culturel, il est biologique. Lorsque nous écoutons une histoire, plusieurs zones de notre cerveau s'activent simultanément. Celle du langage, bien sûr, mais aussi celles liées aux émotions, à l'imagerie mentale, à la mémoire et à l'empathie. Le récit crée un pont émotionnel entre l'émetteur et le récepteur. Il fait vivre l'expérience de l'intérieur. C'est cette immersion qui rend la persuasion si efficace à travers le storytelling. Prenons un exemple concret. Vous pouvez expliquer rationnellement qu'un régime alimentaire est bénéfique, ou bien raconter l'histoire authentique de quelqu'un qui, après des années de souffrance, retrouve santé, énergie et confiance grâce à cette méthode. Dans le premier cas, vous êtes informatif. Dans le second, vous êtes inoubliable. De la même manière, évoquer le réchauffement climatique par des chiffres globaux provoque peu de réactions. Mais raconter le quotidien d'une famille dans une ville côtière menacée par la montée des eaux change tout. L'auditeur voit, ressent, s'identifie, et donc comprend. La clé d'une histoire persuasive n'est pas la complexité, c'est la relatabilité. Le public doit pouvoir se reconnaître dans les émotions vécues par le personnage principal. Les meilleurs récits suivent une structure simple, un héros, un obstacle, une transformation. Ce schéma parle à notre inconscient. Il crée une tension, puis une résolution. Et c'est cette résolution qui inscrit profondément le message. Mais au-delà du récit, il y a les mots. Le langage, lui aussi, est un instrument de perception. Deux phrases identiques sur le fond peuvent produire des réactions radicalement différentes selon les mots employés. Le choix d'un terme, la connotation émotionnelle d'une expression, l'ordre dans lequel les idées sont présentées, tout cela agit comme un filtre sur la réalité. C'est ce que l'on appelle les déclencheurs linguistiques. Ce sont des mots ou formulations qui orientent inconsciemment le jugement. Dire qu'un plan est ambitieux inspire l'audace. Dire qu'il est risqué suscite la peur. Parler d'un impôt de solidarité ne provoque pas la même réaction que taxe sur le revenu, même si la réalité économique est identique. Les communicants influents maîtrisent l'art du cadrage sémantique. Ils ne mentent pas. Ils choisissent comment dire les choses pour en guider la perception. Cela ne relève pas de la manipulation, mais de la conscience. Si vous ne cadrez pas votre propre message, d'autres le feront à votre place. Un autre levier de persuasion redoutable est la rareté. Quand quelque chose est perçu comme limité, il devient immédiatement plus désirable. Ce phénomène s'explique par un mécanisme psychologique puissant. La peur de manquer, connue sous l'acronyme anglais FOMO, Fear of Missing Out. Lorsqu'un produit est présenté comme en quantité limitée, dernière chance ou accès exclusif, cela crée une tension émotionnelle. L'individu ne veut pas rater l'opportunité. Il agit plus vite, parfois sans réfléchir. Cette réaction est profondément ancrée dans notre biologie. Nos ancêtres savaient que ce qui est rare est précieux. Cette intuition
c'est transmise. Mais la rareté ne concerne pas seulement les objets. Elle s'applique aussi aux personnes, aux idées, aux expériences. Un professionnel perçu comme très demandé inspire plus de respect. Une invitation difficile à obtenir devient prestigieuse. Un contenu réservé à un cercle restreint paraît plus précieux, même si sa valeur objective est identique à un contenu public. Les marques de luxe exploitent cette mécanique depuis toujours. Production limitée, file d'attente organisée, édition numérotée. Elles ne vendent pas seulement un objet, elles vendent un sentiment d'exception. La rareté stimule également un autre levier psychologique, la réactance. Lorsqu'on perçoit qu'un choix nous est retiré, même symboliquement, on ressent le besoin de le récupérer. C'est un réflexe de défense. Dire à quelqu'un « cette offre n'est plus disponible » peut déclencher plus de désir que s'il l'avait reçu dès le début. Ce n'est pas logique, mais c'est profondément humain. Mais attention, mal utilisée, la rareté peut se retourner contre vous. Si le public sent que l'urgence est artificielle, il perd confiance. L'influence repose toujours sur un socle de crédibilité. La rareté doit être réelle ou justifiée. Sinon, elle devient manipulation. Revenons maintenant à un autre pilier de l'influence, l'émotion. Tous les leviers que nous avons explorés, récit, langage, rareté, n'ont de pouvoir qu'à travers leur impact émotionnel. C'est l'émotion qui pousse à agir. La logique peut convaincre, mais seule l'émotion transforme. Parmi les émotions les plus mobilisées en persuasion, on retrouve la peur, le désir, l'urgence, la nostalgie, la confiance. Ce ne sont pas des concepts abstraits, ce sont des déclencheurs précis que l'on peut activer stratégiquement. La peur, par exemple, est l'une des émotions les plus efficaces pour motiver un comportement. Mais elle doit être accompagnée d'une solution claire. Sinon, elle paralyse. C'est pourquoi les campagnes de prévention efficaces montrent d'abord le danger, puis la voie pour l'éviter. Le désir agit différemment. Il projette vers un futur enviable. Une publicité qui montre une personne accomplie, souriante, libre, épanouie, active le désir d'identification. Le public ne veut pas le produit. Il veut ce qu'il croit que le produit permet de devenir. La confiance, elle, est le ciment de toute influence durable. Si quelqu'un ne vous fait pas confiance, peu importe la qualité de votre message, il sera rejeté. La confiance se construit par la cohérence, l'authenticité, la crédibilité. Une fois installée, elle devient un multiplicateur d'impact. Enfin, l'urgence est une émotion de l'instant. Elle agit sur le court terme. Elle fait passer l'action avant la réflexion. On n'achète pas parce qu'on a besoin, mais parce que l'occasion semble éphémère. Mais là encore, la clé est la sincérité. Créer de la pression artificielle nuit à la confiance à long terme. Ce que l'on comprend alors, c'est que l'influence ne vient jamais d'un seul facteur. C'est une orchestration subtile de plusieurs éléments. Récit captivant, langage calibré, émotions ciblées, rareté maîtrisée, confiance établie. Ensemble, ces leviers créent un écosystème où la décision semble naturelle, fluide, volontaire. Les plus grands influenceurs, qu'ils soient leaders, orateurs, négociateurs, éducateurs ou créateurs de contenu, n'imposent rien. Ils construisent des environnements psychologiques dans lesquels le public veut décider ce qu'on l'invite à décider. C'est toute la différence entre manipuler et inspirer, dans une époque saturée de discours, de notifications, de slogans et de bruit numérique constant. Le silence est devenu un outil d'influence sous-estimé, mais redoutablement efficace. Il est contre-intuitif de penser que ce que l'on ne dit pas puisse parfois avoir plus d'impact que les mots eux-mêmes.
Pourtant, dans la dynamique humaine, le silence est rarement vide. Il est chargé de sens, de tension, d'attention. Lorsqu'on apprend à maîtriser le silence, on découvre une nouvelle dimension de l'influence. Dans une conversation, une pause bien placée attire l'attention, crée du suspense et oblige l'autre à réfléchir. Elle montre que vous n'êtes pas dans la précipitation, que vous maîtrisez l'espace verbal. Elle donne du poids à ce que vous allez dire ensuite. Le silence, en ce sens, agit comme un encadrement qui met en valeur chaque mot prononcé. Le silence est aussi une forme d'écoute. Et l'écoute véritable est l'un des instruments les plus puissants de connexion et de persuasion. Être écouté sincèrement est une expérience rare. Lorsque quelqu'un se sent écouté sans être interrompu, sans être jugé, il baisse naturellement ses défenses. Il se sent respecté, compris, valorisé. Et c'est précisément dans cet état qu'il devient réceptif à de nouvelles idées. On croit souvent, à tort, que pour être convaincant, il faut parler beaucoup, occuper l'espace. Mais les plus grands négociateurs, les meilleurs leaders et les orateurs les plus marquants savent que la véritable influence se joue dans l'écoute, dans l'attente, dans l'art de poser la bonne question au bon moment et de se taire pour laisser émerger ce que l'autre n'aurait jamais exprimé autrement. Dans cette posture d'écoute active, le langage corporel devient également un vecteur puissant d'influence. Avant même qu'un mot soit prononcé, notre corps parle. La posture, la gestuelle, le regard, le ton de la voix, tous ces éléments communiquent bien plus que le contenu verbal. Des études montrent que dans certaines interactions, plus de 70% de l'impact d'un message repose sur le non-verbal. Croisez les bras, évitez le regard, parlez en baissant la tête, et votre message perdra instantanément de sa force, même s'il est rationnellement pertinent. À l'inverse, un regard franc, une posture droite mais détendue, une voix posée et des gestes ouverts créent un climat de confiance, de présence, d'autorité tranquille. Le secret du langage corporel n'est pas la performance. Ce n'est pas de jouer un rôle, c'est l'alignement. Lorsque ce que vous dites, ce que vous ressentez et ce que vous exprimez par votre corps sont cohérents, l'impact est immédiat. L'autre sent cette authenticité, et c'est précisément cela qui crée la crédibilité. L'influence, à ce stade, ne passe plus seulement par le contenu. Elle devient présence, une présence qui rassure, qui inspire, qui attire. Certains individus n'ont pas besoin de parler fort ou de gesticuler pour captiver. Leur calme, leur attention, leur solidité intérieure suffisent à créer autour d'eux un champ magnétique subtil. Ce pouvoir n'est pas réservé à une élite. Il se cultive. Il se construit dans le silence, la conscience de soi, la maîtrise de son énergie. Un autre outil sous-estimé de l'influence est la reformulation. Répétez avec vos mots ce que l'autre vient de dire, sans le juger, sans le déformer, est une manière élégante de montrer que vous avez réellement écouté. Cela renforce le lien, montre du respect et permet souvent de désamorcer les tensions. C'est une pratique simple mais extraordinairement efficace dans les négociations, les débats, les relations professionnelles comme personnelles. De même, l'art de poser des questions ouvertes, celles qui commencent par comment, pourquoi, qu'est-ce qui vous fait dire cela, donne à l'autre de l'espace pour penser, pour clarifier sa propre position. Et c'est souvent en parlant que l'on se convainc soi-même. Offrir cet espace, c'est déjà influencer subtilement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'influence durable ne repose pas sur la force, mais sur la fluidité. Elle ne s'impose pas, elle s'insinue. Elle ne cherche pas à gagner une bataille d'arguments, mais à créer un terrain d'échange où l'autre se sent libre de changer d'avis. Dans cette perspective, même le désaccord devient un terrain fertile. Refuser d'entrer dans la confrontation directe, reconnaître une part de vérité dans la position de l'autre,
Exprimez un point de vue alternatif sans jugement. Tout cela renforce paradoxalement votre pouvoir d'influence. Parce que vous ne déclenchez pas de réaction défensive. Parce que vous permettez un dialogue au lieu d'un duel. L'influence n'est donc pas une question de technique, mais de maîtrise intérieure. Elle commence par soi, par la capacité à gérer ses émotions, à se taire quand il le faut, à écouter sans vouloir convaincre, à incarner ce que l'on veut transmettre. Un individu aligné, attentif, présent, devient naturellement une force tranquille dans n'importe quel environnement. Il n'a pas besoin de s'imposer. Son autorité ne vient pas de sa voix, mais de sa clarté. Sa puissance ne vient pas de la pression, mais de sa stabilité. Et c'est cette forme d'influence qui, loin d'être bruyante ou spectaculaire, transforme profondément les relations, les décisions et les environnements. Dans les parties suivantes, nous poursuivrons cette exploration des dimensions invisibles de l'influence, celles qui ne se voient pas, mais se ressentent. Car au fond, influencer, ce n'est pas manipuler les autres, c'est devenir la personne à laquelle on a envie de dire oui. Pourquoi faisons-nous ce que nous faisons? Et plus encore, pourquoi le faisons-nous parfois contre notre propre bon sens, simplement parce que d'autres le font? Ces questions trouvent leur réponse dans l'un des leviers les plus puissants, et souvent inconscients, de l'influence, la pression sociale. Nous sommes des êtres sociaux. Depuis toujours, notre survie dépend de notre appartenance à un groupe. Être exclu signifiait autrefois mourir. Cette peur ancestrale ne nous a jamais quittés. C'est pourquoi nous avons tendance à imiter, à suivre, à nous aligner, parfois même sans en avoir conscience. C'est ce que les psychologues appellent le conformisme. Prenez une simple expérience menée dans les années 1950 par le psychologue Solomon Asch. Il réunit des groupes de participants pour un test de vision apparemment banal. On leur montre une ligne, puis 3 autres, et on leur demande laquelle est de même longueur que la première. La réponse est évidente. Mais dans chaque groupe, plusieurs personnes sont secrètement complices de l'expérience. Elles donnent toutes délibérément une mauvaise réponse, à haute voix. Résultat, près de 75% des vrais participants finissent par conformer leur réponse à celle du groupe, même si cela contredit ce qu'ils voient clairement. Pourquoi? Par peur d'être différent, de paraître ridicule, de déranger. Ce phénomène s'applique partout, dans les entreprises, à l'école, sur les réseaux sociaux, dans les débats publics. Ce que l'on perçoit comme l'opinion dominante devient une norme à laquelle on se soumet, souvent malgré soi. Ce mécanisme est exploité en persuasion sous la forme de ce qu'on appelle le preuve sociale, ou en anglais, social proof. Lorsqu'un produit est présenté comme le plus vendu, recommandé par 9 experts sur 10, utilisé par des milliers de personnes, cela renforce notre envie d'y adhérer. Non pas parce que nous avons évalué sa qualité, mais parce que les autres l'ont fait avant nous. Ce phénomène est encore plus fort dans les situations d'incertitude. Plus nous doutons, plus nous cherchons des signaux extérieurs pour décider à notre place. Et quel signal est plus rassurant que celui du grand nombre? Si beaucoup ont choisi, c'est que c'est probablement bon. Cette logique n'est pas toujours fausse, mais elle est dangereusement influençable. Elle est aussi amplifiée par un autre levier puissant, l'autorité. Nous avons été éduqués à obéir à certaines figures, enseignants, médecins, experts, leaders, uniformes. L'expérience de Milgram, menée dans les années 1960, le démontre de manière troublante. Des participants, pensant aider à une expérience sur la mémoire, étaient invités à administrer des décharges électriques croissantes à un autre individu, en réalité un complice, à chaque mauvaise réponse. Malgré les cris, les supplications et les signes évidents de souffrance simulée, la majorité des participants a continué à obéir, simplement parce qu'un homme en blouse blanche leur disait de le faire. Cette expérience, aussi célèbre que dérangeante, montre que la simple apparence d'autorité suffit à neutraliser notre jugement moral. Le pouvoir ne se manifeste pas toujours par la force, mais par les symboles.
Une voix assurée, un ton professoral, un vocabulaire technique, un costume bien taillé ou un badge officiel suffisent parfois à susciter l'obéissance. Ce mécanisme est utilisé chaque jour dans la publicité, le marketing, la politique, les relations professionnelles. Une marque qui affiche des experts, une entreprise qui aligne des diplômes, un discours qui commence par « selon une étude » bénéficie immédiatement d'un crédit invisible. Pas toujours mérité, mais redoutablement efficace. Ce qui renforce encore ce levier, c'est la combinaison autorité plus preuve sociale. Lorsque quelqu'un perçu comme compétent est également populaire, son influence devient exponentielle. On ne suit plus seulement une autorité, on rejoint une majorité qui l'approuve. Cela crée une spirale où l'influence s'auto-entretient. Mais attention, l'autorité véritable ne s'improvise pas. Elle peut être imitée un temps, mais elle se construit sur la compétence perçue, la cohérence des actes et surtout la confiance. Si vous essayez de paraître expert sans fond réel, vous serez tôt ou tard démasqué. L'influence durable repose sur l'authenticité. Il existe aussi une autre forme d'autorité, plus subtile, plus douce, l'autorité morale. Elle ne vient pas du titre, ni du statut, ni de l'uniforme. Elle vient de l'intégrité, de l'exemplarité, de la constance. Les personnes qui incarnent leurs valeurs, qui vivent ce qu'elles prêchent, qui parlent avec humilité et fermeté à la fois, inspirent naturellement. Leur influence n'est pas imposée, elle est reçue avec gratitude. Dans les interactions sociales, ce pouvoir est immense. Lorsque vous êtes reconnu comme quelqu'un de cohérent, juste, sincère, vous devenez une référence. Et ce que vous dites a plus de poids que 100 arguments techniques. C'est ici que se joue la frontière entre la persuasion et la manipulation. La manipulation cherche à obtenir un résultat au détriment de l'autre, souvent par des techniques cachées. La persuasion, elle, repose sur une intention claire, un respect mutuel et une transparence des moyens. Influencer n'est pas dominer, c'est guider. Dans cette optique, le pouvoir véritable n'est pas d'amener l'autre là où vous voulez, mais de lui permettre d'aller là où il ne savait pas encore qu'il voulait aller. Cela exige une posture intérieure particulière. Écouter plus que parler, comprendre plus que convaincre, suggérer plus que presser. Cela demande aussi de renoncer au besoin d'avoir raison pour privilégier la relation à l'argument. À ce stade de notre voyage, nous avons exploré les grands leviers de l'influence, le récit, l'émotion, la rareté, le langage, le silence, l'autorité, la preuve sociale. Chacun agit à sa manière, selon le contexte, la personne, le moment. Mais tous convergent vers une même vérité. Influencer, c'est créer les conditions intérieures chez l'autre d'un choix libre mais guidé. Et pour cela, il faut comprendre que l'esprit humain n'est pas seulement rationnel. Il est aussi émotionnel, contextuel et profondément social. Chaque jour, nous sommes confrontés à des centaines de décisions. Quoi manger, quoi répondre, quoi regarder, quoi ignorer. Même les plus banales de ces décisions consomment une part de notre énergie mentale. Ce phénomène a un nom, la fatigue décisionnelle. Et c'est l'un des plus grands alliés involontaires de ceux qui veulent nous influencer. Le cerveau humain, aussi complexe soit-il, ne peut pas maintenir une attention soutenue indéfiniment. Il fonctionne par cycle, cherche à économiser ses ressources et a tendance à privilégier les raccourcis mentaux, appelés heuristiques. Ces automatismes sont utiles. Sans eux, nous serions paralysés par l'analyse constante de chaque détail. Mais ils nous rendent aussi prévisibles, manipulables et souvent inconscients de nos propres choix. Par exemple, lorsque vous êtes fatigué, stressé ou distrait, vous devenez plus sensible à l'argument d'autorité, à la preuve sociale, ou encore à des signaux émotionnels faibles mais bien placés. Un simple « offre valable aujourd'hui seulement » ou « plus que 2 articles en stock »
suffit parfois à déclencher un achat impulsif. Non pas parce que vous en aviez besoin, mais parce que votre capacité d'analyse était temporairement affaiblie. Ce que les professionnels du marketing savent très bien, c'est que l'influence commence là où la vigilance diminue. C'est pourquoi les environnements bruyants, rapides ou surchargés d'informations sont propices à la manipulation douce. Quand l'attention est dispersée, la logique s'endort. Dans ce contexte, l'illusion du choix devient un outil redoutable. Donner à quelqu'un plusieurs options donne l'impression de liberté. Mais si ces choix ont tous été préconçus, cadrés, filtrés, orientés, alors la liberté devient un mirage. Vous avez le droit de choisir, mais uniquement parmi les chemins tracés par quelqu'un d'autre. C'est ainsi que les grandes plateformes numériques fonctionnent. Elles ne vous imposent pas directement un contenu. Elles le suggèrent, l'ordonnent, l'associent à vos habitudes, à votre profil. Résultat, vous croyez choisir librement, mais vous êtes guidé à l'intérieur d'un écosystème fermé. Même dans la vie courante, cette logique se retrouve. Dans une négociation, si vous dites à quelqu'un « tu préfères A ou B », vous l'amenez à choisir entre deux options définies, au lieu de remettre en question la pertinence même de ces options. Ce cadrage subtil, ce que les psychologues appellent le framing, permet de diriger une décision sans jamais donner d'ordre. C'est ici que l'influence devient invisible. Elle ne vous pousse pas, elle vous accompagne. Elle ne force pas, elle oriente. Elle n'a pas besoin de convaincre avec force. Elle crée un contexte où la décision vous semble naturelle. Un autre élément essentiel à comprendre est le pouvoir de la familiarité. Ce qui est répété devient crédible. Ce que nous avons déjà vu, entendu, croisé, même brièvement, devient plus acceptable. C'est ce qu'on appelle l'effet de simple exposition. Il explique pourquoi une publicité vue 10 fois fonctionne mieux qu'un message brillant vu une seule fois. Notre cerveau interprète la familiarité comme un signal de sécurité. Les politiciens, les marques, les leaders d'opinion exploitent ce mécanisme sans relâche. Plus un visage est vu, plus un message est répété, plus il s'ancre, pas nécessairement parce qu'il est vrai, mais parce qu'il est présent. Dans un monde saturé d'informations, ce n'est pas la qualité du message qui prime, mais sa persistance. Ce principe est au cœur de l'influence moderne. Inonder pour dominer. Répéter pour installer. Créer l'illusion de consensus en occupant l'espace. Il est donc fondamental de développer une conscience critique non seulement des messages que l'on reçoit, mais aussi du moment où on les reçoit. Car nos décisions sont rarement prises dans le vide. Elles sont prises dans un état émotionnel, dans un contexte, dans une fatigue donnée. Apprendre à reconnaître ces moments de vulnérabilité cognitive, fatigue, stress, distraction, permet de reprendre le contrôle. Dire « je vais attendre pour décider »,« je veux vérifier par moi-même »,« je vais sortir de ce cadre imposé » sont autant de réflexes qui protègent notre liberté. Mais cela demande un effort actif, car tout dans notre environnement est conçu pour nous éviter cet effort. Les interfaces sont simplifiées, les messages raccourcis, les choix limités à 2 clics. La commodité est l'ennemi du discernement. Cela ne veut pas dire qu'il faille tout rejeter, se méfier de tout, ou vivre dans la paranoïa, mais cela signifie qu'il faut développer une vigilance douce, une forme de présence à soi-même, une capacité à se demander « Pourquoi est-ce que je pense cela ? Qui a intérêt à ce que je le croie ? Ce choix vient-il de moi ou m'a-t-il été soufflé subtilement ?» Ce type de questionnement ne rend pas la vie plus compliquée. Il la rend plus consciente, plus libre et surtout plus résistante aux forces invisibles qui agissent en nous à chaque instant. Car au fond, l'influence ne s'arrête jamais. Elle est partout. Elle est dans le silence comme dans le bruit, dans ce que l'on regarde
et dans ce que l'on ignore, dans les mots que l'on entend et ceux que l'on ne remet jamais en question. Mais connaître ces mécanismes, c'est déjà s'en libérer partiellement. Et c'est aussi apprendre à les utiliser, non pour dominer, mais pour dialoguer, non pour manipuler, mais pour inspirer. Notre cerveau, aussi remarquable soit-il, est loin d'être infaillible. Il ne perçoit pas le monde tel qu'il est, mais tel qu'il a appris à le voir. Cette vision est filtrée, triée, interprétée à travers des raccourcis mentaux appelés biais cognitifs. Et ces biais, bien qu'inconscients, peuvent faire de nous des cibles idéales pour ceux qui veulent orienter nos pensées ou nos décisions. Prenons un exemple simple. Le biais de confirmation. C'est notre tendance naturelle à chercher, interpréter et mémoriser les informations qui confirment ce que nous croyons déjà, tout en ignorant ou minimisant ce qui contredit nos convictions. Cela crée des bulles de pensée, des mondes fermés où l'on se sent conforté, mais où l'on s'éloigne de la réalité. Ce biais est renforcé par les algorithmes des réseaux sociaux qui nous montrent davantage ce que nous aimons, c'est avec quoi nous sommes d'accord, ce qui nous rassure. Résultat, nous sommes de plus en plus convaincus d'avoir raison et de moins en moins exposés à d'autres points de vue. Un autre piège mental bien connu est le biais d'ancrage. Lorsqu'on nous donne un chiffre, même arbitraire, notre esprit s'y accroche et le prend comme repère. Par exemple, si l'on vous dit qu'un produit coûte normalement 200 €, mais qu'il est en promotion à 129, vous aurez l'impression de faire une bonne affaire, même si ce produit ne vaut peut-être pas plus de 100. L'ancrage modifie la perception de valeur. Ces biais sont puissants car ils opèrent sans notre consentement conscient. Nous ne nous rendons pas compte qu'ils influencent notre raisonnement. C'est pourquoi les professionnels de l'influence les utilisent avec précision, souvent via des jeux de langage subtils. Le langage n'est pas neutre. Les mots que nous choisissons façonnent que la manière dont les autres perçoivent la réalité. Dire « réduction de coûts » au lieu de « licenciement », gestion active au lieu de contrôle strict ou évolution naturelle au lieu de déclin n'est pas un simple choix stylistique. C'est une stratégie d'encadrement mental, appelée framing. Ce cadrage lexical change les émotions que suscitent les faits. Deux personnes peuvent décrire la même situation de manière totalement différente selon les mots employés. Et c'est cette perception, bien plus que la réalité brute, qui détermine nos réactions. Les publicitaires, les politiciens, les négociateurs utilisent ces techniques en permanence. Ils savent que l'ordre des mots, le rythme d'une phrase, la présence ou l'absence d'un adjectif peuvent modifier profondément l'impact d'un message. Prenez par exemple l'effet de formulation. Dire 90% des patients guérissent crée une impression très différente que 10% des patients échouent à guérir, même si statistiquement c'est identique. Notre cerveau est sensible à ce qui est mis en avant, à la tournure émotionnelle plus qu'à la rigueur logique. C'est également le cas avec ce que l'on appelle la surcharge d'informations. Quand trop d'éléments sont présentés à la fois, notre esprit a du mal à hiérarchiser. C'est alors que l'on devient réceptif à la première idée simple, claire et rassurante, même si elle est fausse. Le chaos favorise la pensée simpliste. Dans ce contexte, les messages les plus influents sont souvent les plus courts, les plus répétitifs et les plus émotionnels. Ce n'est pas un hasard si les slogans publicitaires ou politiques tiennent en quelques mots. Ils ne visent pas à convaincre par la logique, mais à imprimer une image mentale stable. De même, l'utilisation de métaphores joue un rôle fondamental. Comparer l'économie à une machine, l'État à un navire, l'esprit humain à un ordinateur, ce n'est pas anodin. Cela oriente la manière dont on pense ces concepts, et donc la manière dont on réagit à leur évolution. Les mots ne décrivent pas simplement la réalité, ils la créent en partie. Et c'est pourquoi les maîtres de l'influence
sont souvent d'abord des maîtres du langage. Mais il existe un autre levier encore plus discret. Le non-dit. Ce qui n'est pas mentionné, ce qui est omis, ce qui est évité, influence autant que ce qui est exprimé. En ne parlant que de certains aspects d'un sujet, on en masque d'autres. En posant une question d'une certaine manière, on enferme la réponse dans un cadre spécifique. Par exemple, demander « à quel point ce nouveau produit vous plaît-il » suppose déjà qu'il plaît. C'est ce qu'on appelle une question suggestive, qui induit une orientation sans en avoir l'air. Ce type de langage est omniprésent dans les sondages, les ventes, les entretiens. Il n'impose rien, mais il réduit la liberté de penser. Ce n'est pas la contrainte qui rend une influence efficace, c'est la fausse impression de liberté. Le sentiment que nous avons choisi, décidé, pensé par nous-mêmes, alors qu'en réalité notre esprit a été guidé, encadré, modelé. Mais cette forme d'influence n'est pas nécessairement mauvaise. Elle devient problématique lorsque l'intention est malhonnête ou lorsque l'individu n'a pas conscience qu'il est influencé. C'est pourquoi la clé est la lucidité. Développer une sensibilité au langage, apprendre à repérer les biais cognitifs, questionner les mots utilisés autour de nous, ce sont autant de manières de reprendre le contrôle de notre esprit, pas pour tout remettre en cause en permanence, mais pour garder notre intégrité mentale dans un monde saturé de stimuli. Car le véritable pouvoir n'est pas de parler fort, c'est de choisir ses mots avec justesse et d'aider les autres à voir plus clair, au lieu de les plonger dans le flou. L'être humain n'évolue jamais seul. Même lorsqu'il se croit indépendant dans ses décisions, il reste profondément influencé par le comportement des autres. C'est un fait universel. Nous sommes des créatures sociales. Nos choix, nos opinions, nos émotions sont modelés par ce que nous percevons comme étant normal, attendu, accepté. La psychologie des foules, étudiée depuis le XIXe siècle, démontre que l'individu, une fois plongé dans un groupe, tend à abandonner une partie de son esprit critique. Dans la masse, il devient plus émotionnel, plus impulsif, plus conformiste. Ce phénomène est amplifié par la conviction rassurante que, si tout le monde le fait, c'est que ça doit être juste. Ce mécanisme est particulièrement puissant dans les situations d'incertitude. Lorsqu'on ne sait pas quoi penser, quoi choisir, comment réagir, on se tourne inconsciemment vers les autres. Leurs réactions deviennent nos repères. C'est le fondement de ce que les psychologues appellent la preuve sociale. Prenons un exemple simple. Vous cherchez un restaurant dans une rue que vous ne connaissez pas. Vous en voyez deux, côte à côte. L'un est vide, l'autre est plein. Sans réfléchir longuement, vous vous dirigerez probablement vers celui qui est fréquenté. Non pas parce que vous avez lu son menu, mais parce que la présence d'autres clients agit comme une validation implicite de sa qualité. Cette logique s'applique à tous les domaines. Consommation, opinion politique, comportements sociaux. Ce qui est vu comme majoritaire devient acceptable, voire souhaitable. Et ceux qui souhaitent influencer les masses le savent très bien. C'est pourquoi les faux commentaires en ligne, les chiffres exagérés, les likes achetés, les fausses files d'attente sont autant de techniques utilisées pour créer l'illusion d'un consensus. Une idée n'a pas besoin d'être vraie pour être puissante. Elle a seulement besoin de paraître partagée. À cela s'ajoutent les normes sociales, ces règles tacites qui dictent ce qui se fait et ce qui ne se fait pas. Elles ne sont pas écrites, mais elles sont omniprésentes. Elles régissent notre façon de nous habiller, de parler, de manger, de saluer, de rire. En les suivant, nous nous assurons une forme d'appartenance. En les transgressant, nous risquons l'exclusion. Or, ce désir profond d'être accepté, de ne pas être rejeté, est l'un des moteurs les plus puissants de l'obéissance invisible. Bien souvent, nous n'agissons pas en fonction de ce que nous pensons, mais en fonction de ce que nous croyons que les autres attendent de nous. C'est le conformisme silencieux, celui qui façonne les sociétés autant que les individus. Ce conformisme peut être bénéfique
lorsqu'il permet la cohésion, l'ordre, la coopération. Mais il devient dangereux lorsqu'il étouffe la pensée critique, empêche le débat ou justifie l'injustifiable. L'histoire est remplie d'épisodes où des foules entières ont suivi des idées absurdes ou destructrices, simplement parce qu'elles étaient dans l'air du temps. Ce qu'il faut comprendre, c'est que plus une opinion est visible, plus elle paraît dominante. Cela ne signifie pas qu'elle est majoritaire. Mais en occupant l'espace public, les écrans, les conversations, elle s'impose comme norme. Et cela suffit souvent à faire taire les voix dissonantes, à créer un climat d'autocensure. Le paradoxe, c'est que beaucoup pensent être seuls à douter, à questionner, à ne pas être d'accord, alors qu'en réalité, d'autres pensent comme eux, mais n'osent pas l'exprimer. C'est ce que les chercheurs appellent la spirale du silence. Plus une opinion semble marginale, plus elle est tue. Et plus elle est tue, plus elle semble marginale. Ce mécanisme est redoutablement efficace. Il ne repose sur aucune censure officielle, aucun interdit formel. Il fonctionne à travers les regards, les silences, les soupirs, les moqueries. Il crée une pression sociale implicite, souvent plus forte que n'importe quelle loi. Pour résister à cette pression, il faut du courage, certes, mais aussi une conscience claire des mécanismes à l'œuvre. Comprendre que notre cerveau est programmé pour rechercher l'approbation, que nous avons tendance à surestimer le pouvoir des autres et à sous-estimer notre propre influence. Car l'inverse est aussi vrai. Un seul individu qui ose dire ce que beaucoup pensent en silence peut briser cette spirale. Il suffit parfois d'une voix calme, ferme, lucide, pour rééquilibrer un débat, ouvrir un espace d'expression, réveiller les consciences. C'est pourquoi l'influence véritable ne consiste pas à écraser ou à convaincre par la force. Elle consiste à faire émerger ce que les autres n'osaient pas encore formuler, à donner forme à des intuitions confuses, à verbaliser des ressentis diffus, à libérer la parole. Ce pouvoir ne réside pas dans le volume, mais dans la clarté. Pas dans le nombre de followers, mais dans la cohérence entre ce que l'on pense, ce que l'on dit et ce que l'on incarne. Une personne alignée, qui parle avec intégrité, crée un impact bien plus profond que 1000 slogans criés dans le vent. Car au fond, ce que cherchent la plupart des gens, ce n'est pas d'avoir raison, mais de se sentir compris, représenté, validé. Celui ou celle qui leur offre cela devient naturellement un point de repère, une influence durable. Nous vivons dans un monde où l'influence est omniprésente. Elle se glisse dans les mots, les images, les silences. Elle se manifeste à travers les réseaux sociaux, les conversations anodines, les choix de consommation, les décisions politiques. Elle peut être douce, brutale, subtile ou invasive. Mais une chose est sûre, elle est constante. Face à cette réalité, il ne suffit pas de se méfier ou de se retirer. Il faut apprendre à naviguer dans cet océan de messages, à distinguer les courants, à reconnaître les intentions. Cela commence par une conscience accrue, être attentif à ce que l'on ressent, à ce que l'on pense, à ce que l'on fait, car c'est souvent dans l'automatisme que l'influence s'installe. Développer cette conscience ne signifie pas vivre dans la suspicion. Cela signifie cultiver une posture intérieure d'observation. Se demander « Pourquoi est-ce que je crois cela ? D'où me vient cette idée ? Est-ce réellement ma voix intérieure ou une empreinte extérieure que j'ai adoptée sans m'en rendre compte ?» Dans cette quête, l'intégrité personnelle devient notre boussole. Être intègre, ce n'est pas être parfait, c'est chercher à être cohérent. C'est aligner nos pensées, nos paroles et nos actions. C'est refuser de dire ce que l'on ne pense pas, de faire ce que l'on ne ressent pas, de suivre ce qui nous éloigne de nous-mêmes. Cette intégrité est précieuse, car elle crée une forme d'immunité. Un individu conscient de ses valeurs, de ses limites et de ses choix
devient naturellement moins perméable aux manipulations. Il peut écouter sans se soumettre, dialoguer sans se perdre, apprendre sans se renier. Mais pour cela, il faut aussi apprendre à ralentir. L'un des grands alliés de l'influence est la vitesse. Lorsque tout va vite, nous n'avons plus le temps de réfléchir, de remettre en question, de sentir. Or, la clarté naît souvent dans le silence, dans l'espace laissé entre deux pensées, deux décisions. Prendre une pause, respirer, dire « je ne sais pas encore » sont des actes puissants dans un monde qui nous pousse à réagir immédiatement. C'est dans cette lenteur choisie que l'on retrouve son propre rythme, sa propre voix, sa propre lucidité. Par ailleurs, l'un des outils les plus sous-estimés face à l'influence est le dialogue authentique. Parler avec d'autres sans masque, écouter sans filtre, partager sans chercher à convaincre, permet de clarifier sa pensée, de renforcer sa vision, de nuancer ses jugements. Car l'influence peut aussi être positive. Elle peut élever, éclairer, inspirer. Lorsqu'elle est exercée avec éthique, elle devient un acte de transmission, de soutien, d'accompagnement. Le problème n'est pas l'influence en soi, mais la manière dont elle est utilisée et l'absence de conscience chez celui qui la subit. C'est pourquoi il est essentiel de développer un esprit critique, mais aussi un cœur ouvert. D'apprendre à douter sans se fermer, à questionner sans rejeter, à penser sans mépriser. Cet équilibre est la marque d'une maturité intérieure, d'une vraie liberté. Être libre, ce n'est pas faire ce que l'on veut. C'est comprendre pourquoi on veut ce que l'on fait. C'est pouvoir choisir en pleine conscience, sans être tiré par des fils invisibles. C'est savoir dire non, mais aussi savoir dire oui pour les bonnes raisons. Cette liberté n'est pas donnée. Elle se cultive. Elle demande de l'attention, de l'honnêteté, du courage. Mais elle offre en retour une paix profonde, une clarté d'esprit, une capacité à influencer à son tour, non pas pour manipuler, mais pour éclairer, car chacun d'entre nous exerce une influence. Par notre manière d'être, de parler, d'écouter, nous transmettons quelque chose. Chaque mot, chaque geste, chaque silence a un impact. La question n'est donc pas « suis-je influencé ?», mais plutôt « quelle influence est-ce que j'exerce moi-même ?» Choisir d'être une présence qui élève, qui apaise, qui clarifie, est un acte révolutionnaire dans une époque de confusion. Cela commence par soi, par une honnêteté radicale envers sa propre pensée, par le refus des demi-vérités, des intentions floues, des jeux de façade. Et cela s'incarne dans le quotidien, dans la manière dont on parle aux autres, dont on écoute, dont on agit même lorsque personne ne regarde. L'influence la plus durable n'est pas celle qui crie, mais celle qui incarne. Elle ne séduit pas, elle résonne. Dans un monde où tant de voix cherchent à nous attirer, à nous distraire, à nous convaincre, rester fidèle à sa propre voix est un acte de force. Une force tranquille, mais immense. Une force qui inspire, non parce qu'elle impose, mais parce qu'elle rayonne. Et si chacun de nous devenait ce type d'influence, clair, libre, ancré, éthique, le monde ne changerait pas en un jour, mais il commencerait doucement à respirer autrement.